Bonjour, je suis Dominique Jabilconi du Conseil régional PACA, de la direction de l'économie. Je suis chef de projet en charge de la RSE et de l'économie circulaire. J'anime et j'introduis aujourd'hui l'atelier numéro 6. L'atelier numéro 6 est consacré à la question des aides régionales en direction des entreprises sur la question de la transition écologique. Donc on va vous présenter pendant 1 heure les dispositifs d'accompagnement de la région et de l'ADEME, ainsi que les dispositifs d'ingénierie financière. Bon, avant de présenter les différents outils, on souhaitait en fait que 2 entreprises qui ont bénéficié de l'aide de la région et de l'ADEME vous présentent la façon dont les aides régionales ont pu contribuer au développement de la RSE et de l'économie circulaire dans leur entreprise. Voilà. Je vais les laisser se présenter. Oui, bonjour à tous. Corinne Ramon-Borne, donc directrice générale déléguée de Solamat Merex. Comme ça, c'est mieux encore? Donc, Solamat Merex est une entreprise locale de 110 salariés qui est implantée à Rognac depuis 45 ans et à Fos-sur-Mer depuis 25 ans. Notre métier, c'est la valorisation et le traitement des déchets industriels dangereux, donc c'est-à-dire tous les déchets qui sont produits par les industriels et qui présentent un risque pour l'homme ou pour l'environnement. Bien entendu, vous comprenez évidemment que c'est presque dans notre ADN, la RSE et en particulier le volet environnemental. Aujourd'hui, on m'a demandé de témoigner puisqu'en fait, les aides que peuvent apporter la région et l'ADEME nous ont permis d'avancer sur des projets qui seraient vraisemblablement restés dans les cartons, puisqu'ils étaient dans les cartons depuis une dizaine d'années, et ils n'en seraient pas sortis. Parce que souvent, quand on est dans une démarche d'économie circulaire ou d'écologie industrielle, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, ce n'est pas des projets qui forcément vont donner des résultats immédiatement pour l'entreprise. Et même parfois, il y a des démarches qui ne vont jamais donner de résultats. Donc c'est un paramètre qui n'est pas à négliger. C'est pour ça que de temps en temps, les aides qu'on peut avoir, ça permet de passer le pas et de tester des idées. Parce que de toute façon, pour s'engager dans ce type de démarche, je pense qu'il y a 4 ingrédients majeurs. La volonté, bien sûr, des dirigeants ou la conscience des dirigeants. Il faut du temps, il faut des compétences et il faut de l'argent. Et souvent, c'est vrai que dans une entreprise, le paramètre argent, il arrive presque en 2e position par rapport aux autres paramètres. Ce qu'il faut voir, c'est que nous avons bénéficié à la fois en 2014 d'une aide de l'ADEME pour la valorisation énergétique avec la mise en place d'un moteur à vapeur. Donc ça, c'était sur nos sites de Rognac, qui nous a permis sur ce site d'être autosuffisant en électricité et même être excédentaire. Et plus récemment, ça doit être Philly Déchets 2017, nous avons pu bénéficier de cette démarche Philly Déchets qui a pour but, qui est financée à la fois par l'ADEME et la région, qui permet à la fois d'aider à étudier la faisabilité d'un projet ou même de passer, il y a des subventions également pour tout ce qui est unité pilote industrielle, dans tout ce qui est optimisation et valorisation de déchets et de réduction à la source ou de économie circulaire. Dans notre cas, le projet qui a été subventionné à la fois pour la faisabilité et à la fois pour l'étude de pilote, c'est l'utilisation d'un déchet minéral qui était produit de façon importante par les industriels qui nous entourent, d'utiliser ce déchet, bien sûr en le transformant, en le préparant, pour nous aider à substituer une matière neuve dans le traitement de nos fumées. La première étape a été réalisée, ça a donné des résultats satisfaisants. Nous sommes actuellement dans l'étape d'une unité pilote pour véritablement valider
le bilan technico-économique. Ce qu'il faut voir, c'est que le bilan technico-économique et la projection, le business plan, grâce à ces subventions, on se retrouve avec un projet qui aurait dû être avec un retour sur investissement peut-être de 7 ans. Et grâce à la subvention, ça redevient à 4 ans. Là, ça devient viable pour une entreprise d'avoir des projets qui ont un retour sur investissement d'une durée raisonnable. Ce qu'il faut voir, c'est que ce projet, il était déjà mûr dans les esprits ou déjà éventuellement imaginé il y a une dizaine d'années. Et ça ne se faisait pas parce que justement, il n'y avait pas ce petit déclic et surtout ce déclic financier pour se dire allez, on teste l'idée, on va jusqu'au bout. Ce qu'il faut voir également, bon là je vous parle un peu des subventions, de tout ce que nous a permis la région et l'ADEME. Ce qui est aussi important, parce que c'était précisé dans le programme, on a été aussi lauréat du trophée RSE de fin d'année dernière, donc dans la catégorie coup de cœur. Ça peut paraître, ça ne rapporte finalement rien, ça peut paraître anecdotique, mais ce qu'il faut voir, c'est que si vous voulez que ces démarches fonctionnent, il faut véritablement qu'il y ait la motivation, bien sûr, du dirigeant, mais aussi des salariés. Et ce petit plus d'être récompensé dans nos efforts, dans toutes les démarches qu'on a pu faire, c'est véritablement moteur et c'est véritablement une source de motivation des équipes. Parce que, mine de rien, tous ces projets, c'est motivant pour vos salariés. Et ça donne un sens. Le titre du forum, c'est redonner du sens au territoire et aux entreprises. Ce type de démarche, ça en fait partie. Et en plus, comme on disait dans la précédente conférence, ça donne du sens. Ça ancre les sociétés dans le territoire. Ça les pérennise. Et en plus, parfois, ça peut aussi vous faire gagner aux entreprises de la rentabilité ou de la productivité. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Quentin Le Faucheux, donc je dirige une entreprise qui s'appelle Solève à Carpentras. Nous entretenons des espaces verts et on va le voir tout de suite. Donc, on est spécialisé dans l'entretien de grandes infrastructures. C'est vraiment ce qui nous différencie d'autres entreprises. J'ai aussi une casquette de président de mon syndicat professionnel, donc pour la région Méditerranée, donc PACA et Corse, donc qui s'appelle l'Union nationale des entreprises du paysage, l'UNEP. Je suis très heureux d'être ici cet après-midi pour quelque part renvoyer la balle à l'ADEME et à la région qui nous ont fait confiance en nous soutenant. Et je vais vous expliquer donc, notre petite histoire qui nous a amené à croiser l'ADEME et la région. Donc tout ça a commencé il y a un peu plus de 2 ans, donc par un dispositif. Avez-vous entendu parler de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération? Je crois que c'est un terme un peu barbare, mais j'ai une main, c'est super. 2, 3, 4, 5. Merci Anne-Marie, ça me rassure. En fait, tout à fait indépendamment de mon action, une équipe a démarré, donc un projet a démarré donc, sur le Vaucluse, à Avignon. Promotion 1, donc économie de fonctionnalité de coopération. Le but était sur un programme d'accompagnement d'1 année, subventionné à 50% par l'ADEME. Je ne sais pas si la région était dans le coup, on va dire que oui, je ne sais pas. Oui, donc la réponse est oui. Et en clair, un coach nous a expliqué ce que c'était que l'EFC, pour économie de la fonctionnalité de la coopération, et nous a tiré sur le chemin de l'appliquer, l'appliquer dans nos business, dans nos entreprises. Alors, pour démystifier ce terme que certains ne connaissent pas, il s'agit de passer, donc chez nous, par exemple, d'un modèle purement volumique, où nous vendons des prestations, on vend un volume de prestations, par exemple des mètres carrés de débroussaillage, des unités d'arbres abattus, à une notion de performance d'usage. Donc ça s'est appliqué, on a trouvé un domaine très rapidement à la SNCF,
où on s'est aperçu qu'il y avait une problématique aiguë sur les impacts de gibier-train. Certains d'entre vous, je ne vais pas relancer la question, mais ont sûrement été piégés dans un train qui était arrêté suite à une collision avec un gibier. Je vois quelques sourires. Donc, grosse problématique à la SNCF, extrêmement coûteuse, et on a compris qu'on avait un impact direct par nos activités sur cet indicateur de performance. Et c'est tissé un dialogue très rapidement avec la SNCF, et on est arrivé à les emmener sur le chemin du paiement à la performance d'usage, c'est-à-dire au nombre d'impact gibier-train, c'est-à-dire que moins il y en a, plus on est payé. Donc ça a été, je dirais, extrêmement profitable pour l'entreprise parce que, au-delà du modèle économique, ça a créé un rapport de confiance avec le client qui a été extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'impression tout d'un coup que quelqu'un comprenait et s'intéressait à une problématique majeure et avait des solutions pour y remédier. Alors, l'histoire n'est pas aussi simple, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, je crois que je peux le dire, grâce à ce projet, nous avons multiplié par 3 notre activité avec la SNCF, qui ont renouvelé récemment des contrats pour 5 ans. Et ça, c'est de nature à doubler la taille de la boîte. On est passé brutalement de 15 salariés à 30. Nous sommes 30 aujourd'hui, à la fin décembre, nous étions 15. Tout ça pour répondre à une forte demande de la SNCF qui, j'en suis certain, a été attirée, convaincue que nous étions une entreprise différente, avec des modèles différents. Et l'EFC, sans aucun doute pour moi, a été le déclencheur et l'élément qui nous a permis d'y arriver. Donc ça, je suis très enthousiaste par quoi, c'est quelque chose qui est super. On ne mesure pas complètement, je dirais, l'impact à moyen terme de ce qui se passe, mais c'est quelque chose de vraiment enthousiasmant pour moi, pour mes salariés, parce que ce projet donne beaucoup de sens au travail qu'ils font au quotidien, pour mes clients qui sont vraiment derrière nous et qui sont curieux de voir ce qu'on va leur raconter maintenant, de ce qu'on va inventer maintenant, et on a d'autres idées. Donc, ça a été extrêmement profitable. Alors, ce projet, donc, sur 3 ans, a représenté un support de 135 000 € donc pour Solève, ce qui représente une somme énorme, mais il y a des enjeux énormes, il y a des moyens mobilisés énormes. Donc, je redis merci. Merci pour votre confiance et votre support. On est embarqué aussi sur un projet CEDRE, on a ce point en commun, donc cet autre point en commun, donc très récemment, là, donc en décembre 2017, nous voulons aussi, je dirais, passer un cap sur le plan de la RSE et en ce qui nous concerne, il va surtout s'agir de structurer nos actions RSE et de les faire savoir auprès de nos parties prenantes, notamment nos clients, mais également de s'assurer qu'on embarque bien nos salariés dans tous ces projets. Et pour terminer, donc, en tant que président de l'UNEP, nous venons d'avoir la réponse positive donc, de l'ADEME et de la région pour un projet qui va consister à réduire les quantités de pots plastiques, de ce qu'on appelle des conteneurs plastiques. À chaque fois qu'on plante un végétal, il arrive dans un pot en plastique. Ce pot aujourd'hui va à la poubelle. C'est quelque chose d'inadmissible, d'inacceptable. Nous entamons un projet qui va consister déjà à les recycler quand c'est possible, mais surtout à les éliminer, à ne plus recourir à ces pots en plastique qui saturent nos poubelles aujourd'hui. Donc, 3 projets en ce qui me concerne, 2 directement, 1 indirectement par mon syndicat. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, moi, je partage tout à fait votre avis sur le fait que cet accompagnement, au-delà du support financier, a joué un rôle de catalyseur, de déclencheur. Sentir qu'on est suivi, qu'on est épaulé par des organismes comme l'ADEME ou la région, c'est vecteur, c'est générateur de confiance, d'enthousiasme. Ça donne une autre dimension au projet auprès des salariés, auprès des parties prenantes. Et ça joue un rôle, je crois, de catalyseur déclencheur. Je reviens tout à fait sur ce que vous disiez. Au-delà des subventions, c'est également générateur de rencontres. J'ai rencontré beaucoup de personnes récemment, Philippe Millon, que certains connaissent peut-être, Everest Isolation, dans le cadre du parrainage CEDRE. C'est des rencontres qui boostent, qui relancent, quand on a des doutes et qu'on rencontre un collègue qui n'est pas forcément dans le même métier et qui dit « moi j'ai résolu ça comme ça », je dirais que ça
je pense, encore plus de puissance que peut-être que les subventions. Donc c'est un tout. Et puis bien sûr, des experts qui sont là pour nous guider, pour nous accompagner sur ces projets. Donc si j'ai un mot à vous dire, s'il reste de la place sur ces subventions, allez-y. C'est vraiment enthousiasmant et inspirant. Et chez Solève, je crois pouvoir dire que ça va avoir un impact déterminant, puisque c'est en train de doubler la taille de l'entreprise. Et c'est générateur également je crois, beaucoup d'enthousiasme chez les salariés, ce qui n'est pas un détail chez nous. Voilà ce que je voulais dire. Bon, c'est toujours agréable d'intervenir après deux entrepreneurs comme ça qui présentent si bien en fait l'impact des aides de la région et de l'ADEME. Donc le choix en fait de mettre en introduction en fait ces deux interventions, c'est vraiment en fait le choix de montrer en fait d'abord la réalité de ces aides. Hein. Donc je vais vous présenter maintenant en fait le parcours performant et responsable en PACA. L'ensemble des aides de la région en matière de RSE ou d'économie circulaire sont dans le parcours performant et responsable en PACA. C'est une gamme d'outils. C'est une gamme d'outils qui a été créée par la région, par l'ADEME, par l'État, la DIREC, l'ADREAL, par la CCI de région et par l'ACMAR. C'est une gamme d'outils qui permet en fait de répondre à l'ensemble des besoins des entreprises qui souhaitent intégrer la question de la RSE et de l'économie circulaire. Je vais vous présenter le parcours et les différentes étapes. Donc déjà, en fait, le parcours, c'est un ensemble d'outils. C'est un ensemble d'outils qui ont été co-construits avec les entreprises. L'idée, en fait, du parcours était vraiment de répondre de manière efficace aux besoins du monde économique. Donc, préalablement à la constitution de l'ensemble des outils du parcours, on a eu des réunions de travail avec des entrepreneurs, avec des organisations professionnelles, et le résultat, en fait, c'est une gamme d'outils réactifs. Le parcours permet de répondre à un certain nombre de besoins. Le premier type de besoin auquel le parcours permet de répondre, c'est d'accompagner les entreprises qui souhaitent faire le point sur là où elles en sont en matière de RSE. Dans ce premier point, on a deux outils qui vont vous être présentés en détail. Un autodiagnostic en ligne qui est proposé aux entreprises et des visites. Le deuxième besoin auquel répond le parcours, c'est l'accompagnement des entreprises. Lorsqu'on a fait un premier point, lorsqu'on a fait un diagnostic, on a besoin d'avoir des aides sur l'accompagnement. Et là, en fait, un certain nombre d'outils, du conseil, du financement, sont proposés aux entreprises. Troisième besoin auquel va répondre le parcours, c'est le besoin en termes de valorisation. Lorsqu'on a fait de la RSE, on a envie de le montrer. Et là, en fait, il y a un certain nombre d'outils. On a des clips vidéo, on a les trophées RSE qui permettent aux entreprises en fait, de valoriser leur engagement. Voilà, donc 3 étapes. Première étape, faire le point. Deuxième étape, bénéficier d'un accompagnement. Et troisième étape, la valorisation. Je passe la parole maintenant à Madame Levé de la CCI du Var qui va vous présenter les 2 premiers outils. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme disait Dominique, le point d'entrée du parcours performant et responsable, c'est donc cet autodiagnostic en ligne. Pourquoi en ligne ? Déjà pour permettre aux entreprises de faire un point rapidement, en 10-15 minutes, avec des questions qui balayent à peu près tous les champs de la RSE, donc autant les performances économiques, la gestion des ressources humaines, les performances environnementales, l'ancrage territorial. À l'issue de ce diagnostic, un PDF est émis avec déjà un diagramme qui permet de se situer par rapport aux entreprises qui ont fait aussi ce diagnostic et aussi de faire un point, de savoir sur quelle thématique je suis bien positionnée, sur quelle thématique je suis en avance et aussi sur quelle thématique j'ai un peu plus de difficultés. Donc, cet autodiagnostic nous permet ensuite de pouvoir recontacter l'entreprise et lui proposer une visite RSE. Donc, le conseiller référent va venir en entreprise environ 2-3 heures
parce qu'on sait qu'il faut que ce soit quand même assez rapide pour les entreprises. Et lors de cette visite, on va balayer avec l'entreprise l'ensemble de ses activités, l'ensemble de ses pratiques, la faire parler, lui faire aussi voir ce qu'elle fait bien. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, on se rend compte lorsqu'on fait les visites, qui font des choses, mais qui ne s'en rendent pas compte, qui ne savent pas les valoriser, qui ne savent pas aussi les valoriser en interne, montrer qu'à leurs salariés, ils font des choses. Donc c'est aussi ça l'enjeu, c'est d'accompagner les entreprises pour aller plus loin, mais aussi aller plus loin avec leurs salariés. Donc, lors de la visite, on balaye tous les points, on construit avec le chef d'entreprise un plan d'action. Donc, ce plan d'action, il peut être réalisé très rapidement, ça peut être des petites actions que l'entreprise va pouvoir mettre en place avec juste une petite chose qui va en débloquer une autre. Sinon, on peut l'orienter vers des chéquiers conseils qui sont des accompagnements avec donc des référents, des consultants de 2-3 jours sur des thématiques bien précises où elles vont avoir besoin. Ça peut être pour améliorer son positionnement stratégique, ça peut être pour aller plus loin dans ses pratiques managériales, développer un modèle d'économie circulaire ou d'économie de la fonctionnalité. Vraiment, on va au plus profond pour chercher quelle thématique l'entreprise a besoin qu'on l'aide, sur quelle thématique elle veut aller plus loin. On l'aide à prioriser aussi pour savoir ce qu'elle peut faire immédiatement et ce qu'elle peut faire à un peu plus long terme. L'idée, c'est vraiment lui dresser un bilan entier pour qu'elle ait un support pour aller plus loin. Donc à partir de ce plan d'action qu'on lui remet, l'entreprise le valide parce que c'est vraiment une idée de co-construction avec elle et ensuite on l'oriente vers le consultant. Actuellement, on a 1200 ou 1300 entreprises qui se sont enregistrées, qui ont fait le questionnaire en ligne et un peu plus de 300 entreprises qui se sont engagées dans le parcours et qui ont pu bénéficier de ces accompagnements. Et globalement, pour les retours qu'on a eus, ces accompagnements sont très appréciés parce qu'ils répondent vraiment aux besoins de l'entreprise. Elles sont vraiment adaptées. Il y a vraiment une co-construction avec le consultant également sur vraiment les thématiques essentielles pour l'entreprise. Voilà, je vais vous présenter donc maintenant le chéquier conseil RSE, dont Madame Levet a parlé un tout petit peu. Alors, le chéquier conseil, en fait, donc chaque entreprise qui entre dans le parcours performant et responsable peut bénéficier de 3 à 5 jours de conseil. C'est en fait des jours de conseil qui sont pris en charge par la région à hauteur de 70%. Le coût pour l'entreprise jour est entre 180 et 190 euros hors taxe. L'objectif, en fait, l'idée du chéquier conseil, c'est d'être mobilisable de manière très réactive en circuit court. C'est le prescripteur, donc c'est la chambre de commerce, le pôle de compétitivité ou notre organisation qui va prescrire le chéquier à une entreprise. Donc, il n'est pas nécessaire de reboucler par un vote régional, etc. Donc, on est bien en fait sur une prestation qui est mobilisable en moins de 10 jours si les agendas en fait sont bien articulés. C'est vraiment l'esprit. Le chéquier conseil est mobilisable soit de manière individuelle. Chaque entreprise peut en fait mobiliser donc ces 3 jours de chéquier conseil, soit de manière groupée. On peut avoir des entreprises qui partagent des besoins, qui se regroupent et qui mutualisent les chéquiers. Donc, on peut faire des opérations de ce type-là, également de façon assez réactive. Qui réalise les prestations de chéquier conseil? Ce sont des bureaux d'études, des consultants qui ont été retenus dans le cadre d'un marché public à la région. Voilà, donc on a aujourd'hui une dizaine de lots en fait, avec un certain nombre de prestataires. Il y a un catalogue du chéquier conseil avec près de 35 prestations différentes. On est bien en fait sur des prestations qui balayent le spectre de la RSE. On a des prestations sur le champ du social, sur le champ de l'environnement, sur le champ de l'économique, de la RSE en tant que telle. Donc vraiment en fait l'esprit du chéquier conseil, c'est non pas en fait de réaliser un accompagnement au long cours. On est bien sur des jours de conseil assez réduits, 3 à 5, mais bien en fait de réussir à apporter une réponse assez pragmatique qu'à une entreprise et de l'engager en fait dans une démarche plus longue.
Je vais vous présenter maintenant un deuxième outil en fait, qui permet d'accompagner les entreprises donc, sur la question de la RSE, c'est le dispositif CEDRE. Le dispositif CEDRE est une mesure qui existe à la région depuis maintenant 7 ans. C'est en fait un dispositif qui permet d'accompagner le développement économique et la croissance des entreprises qui intègrent la question de la RSE. Globalement, en fait, la cible, ce sont les entreprises qui sont en phase de développement, créateurs d'emplois. Pour bénéficier du dispositif CEDRE, il faut donc s'engager à créer 3 emplois à temps plein sur 3 ans. Ce qui est proposé à l'entreprise dans le cadre du dispositif CEDRE, c'est un accompagnement en matière de RSE. Donc, au début du dispositif CEDRE, on a près d'une dizaine de jours de conseils en matière de RSE qui sont proposés à l'entreprise. C'est un moment en fait où un prestataire va définir avec l'entreprise en fait les grands enjeux RSE et va définir des indicateurs en matière de RSE. Le deuxième bénéfice pour l'entreprise dans le cadre du dispositif CEDRE, c'est une subvention de 50 000 € qui est débloquée en 3 tranches de 3 ans. Voilà. Donc l'idée aussi, c'est d'asseoir le déblocage de ces tranches à la réalisation des objectifs des indicateurs RSE. Actuellement, on a 25 entreprises par an qui bénéficient du dispositif CEDRE. Voilà, donc on est en train à la région de réfléchir à une relance pour l'année prochaine du CEDRE, donc d'un CEDRE 2, qui permettent d'intégrer la question de la RSE, mais également de l'économie circulaire de manière plus fine. Voilà, donc pour finir sur les outils, on a en fait, en matière de valorisation, on a différents outils. On a les trophées de la RSE que vous connaissez. On a en fait pour les entreprises qui s'engagent dans le parcours performant et responsable la possibilité d'afficher un logo entreprise engagée dans le parcours donc sur leur site internet, leur plaquette, etc. On a également des clips vidéo. L'objectif de ces clips vidéo qui sont proposés aux entreprises, aujourd'hui en fait on a proposé près d'une 60aine de clips vidéo à des entreprises. L'objectif de ces clips vidéo est de constituer des cartes de visite visuelles proposées aux entreprises. Donc c'est un clip de 2-3 minutes où l'entreprise va se présenter à travers ses pratiques responsables. Voilà. Ce n'est pas du tout un clip de promotion de la région, on n'est pas sur un spot de pub de la région, on est bien sur un outil qui est mis à la main de l'entrepreneur pour qu'il présente son activité et le caractère responsable de son entreprise. La RSE, c'est également l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est une manière particulière de faire de la RSE. C'est une manière particulière de faire de la RSE en intégrant de manière plus forte les questions d'énergie et de matière, les questions de boucle de flux. La région met en œuvre avec l'ADEME une politique d'économie circulaire depuis quelques années maintenant. Il y a de nouveaux outils qui ont été créés, qui ont été votés à la région et qui ont été construits avec l'ADEME l'an dernier, qui sont mis en œuvre donc dans l'année en cours actuellement. Je vais laisser la parole à Anne-Marie Fruteau-Delaclos de l'ADEME pour présenter ces différents outils. Anne-Marie Fruteau-Delaclos de l'ADEME. Merci. Oui, bonjour. Alors, non, ce n'est pas un placement de produit, comme dirait mon fils en regardant la Rolex qui apparaît dans le dernier James Bond. On ne vous met pas de l'économie circulaire en douce dans un atelier RSE. Effectivement, comme disait Dominique, l'économie circulaire finalement fait partie de la RSE. On pourrait dire rapidement que c'est le volet environnemental de la RSE, mais on pourrait dire autrement, on pourrait dire qu'une action économie circulaire qui n'intègre pas ou qui bafouerait le bien-être social et le bien-être économique des personnes n'a aucun sens et n'a pas sa place ici. Voilà. Donc vraiment, c'est indissociable, économie circulaire et RSE.
Alors oui, alors il faut que j'appuie sur la petite flèche là. Non, c'était pas la bonne. Plouf. Yes. Donc oui, je vais vous présenter trois outils alors qui ne sont pas forcément tous très très récents, puisque l'appel à projet Philly Déchets est quand même dans les tableaux depuis 2011, mais chaque année il est un petit peu renouvelé. Philly Déchets, comme son nom l'indique, filière déchets. C'est un appel à projet qui a pour vocation de nous aider à soutenir l'émergence de nouvelles filières de traitement et de valorisation des déchets. Nouvelles peut-être parce qu'elles sont innovantes dans l'absolu, mais aussi peut-être parce qu'elles n'existent pas encore sur le territoire, ou peut-être même que simplement elles ont du mal à exister sur le territoire. Donc la cible, ce sont les déchets d'activité économique non dangereux ou dangereux, y compris les déchets du BTP, et toutes les structures qui œuvrent dans le secteur économique sont éligibles. Et il s'agit là donc de participer à l'économie circulaire, à une économie plus circulaire, avec une meilleure prévention et valorisation des déchets, à travers de nouvelles activités économiques qui elles-mêmes sont actrices d'un développement plus durable du territoire. Je résume en ces quelques mots ce qui est mentionné là. Juste vous dire qu'en 2018, il y a eu 33 candidatures. Sur ces 33 candidatures, eh bien, il y a 16 dossiers qui ont été retenus. Et ça va des dossiers traitant des déchets du BTP à ceux traitant des déchets plastiques, en passant par les déchets alimentaires. Et traitement, valorisation, également éco-conception. Donc le panel est assez large. Alors, deuxième outil, alors lui par contre très, très nouveau, puisque c'est sa première année d'existence. C'est l'appel à projet transition. Alors juste pour vous dire que l'appel à projet quand même précédent est clos. D'accord. Il sera renouvelé certainement pour l'an prochain, mais pour cette année-là, il est clos. Cet appel à projet transition économique et écologique des entreprises, lui, a vocation à favoriser le passage à de nouveaux modèles économiques. Donc, nous avons entendu parler par Quentin Lefaucheux de l'économie de fonctionnalité et de coopération, ou de l'économie de la fonctionnalité. Il y a également l'économie collaborative, il y a tous les modèles d'affaires qui sortent du rapport habituel au marché, et toutes les formes finalement de nouvelles responsabilités dans l'approvisionnement et dans l'achat. Avec toujours en ligne de mire d'avoir des situations durables, responsables, respectueuses à la fois de l'environnement et des humains. Là, les bénéficiaires sont bien sûr les entreprises, mais également tous les organismes susceptibles de représenter les entreprises. Cet appel à projet, lui aussi, est clos pour cette année, mais vous êtes en pole position pour l'année prochaine. Savoir également que cette année, il y a eu 23 candidatures pour une première édition, c'est pas mal, c'est même très très encourageant. Sur ces 23 candidatures, 8 dossiers ont été retenus. Ça ne veut pas forcément dire que les autres étaient mauvais. Ça veut dire qu'ils n'étaient peut-être pas dans le bon appel à projet. Ils ont été réorientés. Ils n'étaient peut-être pas complètement mûrs. Donc, il y a un travail à effectuer pour une prochaine édition. Donc, ce n'est pas forcément du binaire, hein, bon, pas bon. C'est bon cette fois-ci et peut-être bon ailleurs ou bon plus tard. Sur ces 8 dossiers, eh bien, il y a des opérations collectives dont 2 concernent les startups. C'est intéressant aussi de voir qu'on s'intéresse non seulement aux entreprises bien établies, mais aux entreprises naissantes qui sont vecteurs de nouvelles économies, de nouvelles impulsions sur le territoire et de nouvelles activités productrices. 3 projets très structurants, que ce soit du collaboratif ou sur de l'achat responsable ou en économie de la fonctionnalité, et puis ce qu'on appelle 2 pépites, 2 entreprises qui avaient un projet économie de la fonctionnalité, dont le projet de l'UNEP.
pour le troisième outil, excusez-moi, mais je n'avais pas prévu qu'il y ait un ordinateur à actionner. Le troisième outil, alors lui, n'est pas un appel à projet, c'est un cadre d'intervention. Donc l'intérêt du cadre d'intervention, c'est qu'il n'est pas clos. Vous pouvez encore, il est encore actif. Là, il s'agit de soutenir les projets qui visent la concrétisation, vraiment, hein, pas le remue-ménage initial, mais la concrétisation de synergies sur un territoire, synergie de mutualisation, de substitution entre des entreprises ou entre des acteurs du territoire. Également, soutenir l'animation nécessaire à l'émergence et à la concrétisation de ces synergies. Voilà, là, les bénéficiaires sont les acteurs, on va dire, plus globaux économiques du territoire, de manière à pouvoir actionner les leviers de mise en lien et de mise en opérationnalité de ces synergies. Voilà, un dernier point. Donc, les appels à projets dont je vous parlais seront reconduits, c'est peut-être pas le mot, mais réouverts pour l'année 2019. Pas forcément exactement sur le même contenu, mais en tout cas sur les mêmes motivations, faire émerger ce qui a une forte valeur ajoutée en termes d'économie circulaire et de RSE, et qui n'arrive pas à émerger seul et qui entre dans, bien sûr, les limites de nos budgets. Voilà, je pense que j'ai terminé et je passe la main. Car je suis absolument incapable de vous présenter les outils financiers publics mobilisables au service de la RSE. And the winner is... Bonjour. Alors, je vais essayer de retrouver... Ok. Donc, je suis Élodie Victorero. Je suis au service financement aux entreprises donc, de la région PACA. Je travaille sur l'ingénierie financière, donc, qui s'appelle globalement le FIER, donc le Fonds d'ingénierie régionale des entreprises. C'est une bannière un peu globale qui regroupe les dispositifs de financement pour les entreprises dont on vient de vous parler en partie, comme le parcours ou CEDRE. Moi, je vais essayer de faire très vite, mais en même temps, ça fait beaucoup d'informations parce que ce sont des dispositifs de financement, donc j'imagine qu'après, vous aurez plein de questions. Vous aurez un contact à la fin pour toutes vos questions aussi. Donc, je vais faire rapidement, et c'est normal si vous êtes un peu perdu, on sera là après pour répondre à vos questions. Donc, sur ces
pour vous de savoir, en fait, c'est que la région a créé en 2015 le guichet unique. Alors, ce numéro vert que vous avez là n'est pas uniquement pour renseigner sur les dispositifs de la région, mais vraiment pour renseigner sur les dispositifs régionaux, également des partenaires privés. Donc, si vous avez une question par rapport à ces outils-là qu'on a vus ensemble, je vous conseille d'appeler ce numéro vert. Vous allez tomber en fait sur un premier niveau qui se trouve à la CCI, où un opérateur, une opératrice va faire un état en 7 minutes en fait du besoin de votre entreprise et va vous envoyer un catalogue. Si vous voyez que vous avez un besoin plus précis, par exemple, si vous avez identifié là au sein de ce PowerPoint un dispositif qui pourrait vous intéresser, vous le leur signalez et à ce moment-là, on va vous mettre en contact avec les conseillers experts de la région, qui est donc un deuxième niveau. Et là, à ce moment-là, ces conseillers experts, elles passent en général 45 minutes avec le porteur de projet au téléphone à identifier un besoin, parce que souvent, quand on arrive sur un besoin d'une entreprise, on s'aperçoit que c'est un besoin en développement, puis finalement, il y a aussi un besoin RH. Il y a beaucoup de choses qui se dégagent. Et donc, ces conseillers experts sont là pour établir votre besoin. Et du coup, vous dirigeront soit en interne à la région vers les services qui vous conviendront et qui pourront mieux répondre à votre besoin, soit aussi vers des structures d'accompagnement, des partenariats privés, etc. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez une question, d'appeler ce numéro vert. Vous pourrez avoir la réponse détaillée à vos questions. Ensuite, un outil de la BREA, en fait, où vous pouvez aller sur ce site-là. Là, vous aurez une base de données. Alors, c'est en lien avec Pôle emploi. Hein, donc, vous aurez les bases de données également de Pôle emploi. Si vous cherchez un stagiaire, vous aurez une base de données sur un besoin de stagiaire. Vous pouvez, et vous, faire une demande et inversement, rechercher des offres emploi ou stage. Voilà, c'était la présentation donc, du FIER, assez rapide. Comme je vous l'ai dit, pour résumer, il y a beaucoup de dispositifs au sein de la région qui permettent de financer les entreprises. Après, il faut être éligible, il faudra présenter certains éléments, mais n'hésitez pas à passer par le guichet unique qui pourront vous orienter et vers de l'accompagnement et vers des financements privés ou publics. Voilà, je vous remercie.